Quand j'étais jeune prof, la première session où j'enseignais à Maisonneuve, il y avait un prof de physique plus âgé là, qui trouvait plein d'articles intéressants, puis il laissait sur la table de la salle à café. Puis là, il y avait cet article-là dans Physics Today. Quand j'ai lu, ça a changé un petit peu ma vie. J'ai compris enfin quelque chose de vraiment incroyable par rapport à la mécanique quantique. Comment en mécanique quantique, il y a des phénomènes d'intrication quantique qui font que les choses se déplacent plus vite qu'à vitesse de lumière. L'idée, c'est la suivante, c'est que vous pouvez faire une expérience, ça a été fait pour de vrai. On a une source avec des atomes instables ou des particules instables qui se désintègrent puis qui émettent des photons. Puis les photons partent diamétralement opposés. En mécanique quantique, c'est toujours Alice et Bob, les deux observateurs. Fait qu'on a Alice ici qui reçoit un photon, puis Bob qui reçoit le photon. Puis ils ont un instrument qu'ils peuvent régler. Ils ont 3 réglages sur l'instrument, 1, 2 et 3. Alice aussi. Ils peuvent les régler chacun comme ils veulent. Puis, soit le photon réussit à traverser ou il est arrêté par l'instrument. C'est comme un filtre polarisant. En fait, c'est un filtre polarisant. Puis, on fait l'expérience, puis on note, à chaque fois qu'on fait l'expérience, on note Alice avait mis son détecteur à quelle position. Bob avait mis son détecteur à quelle position. Et puis, donc ici, par exemple, Alice l'avait mis à 3, le réglage. Bob l'avait mis à 2. Puis on regarde, la lumière rouge allume quand c'est arrêté, la lumière verte allume quand green pour vert, quand, j'ai pris ça dans un article en anglais, green pour vert, donc la lumière verte allume quand ça passe. Fait que là, on a fait ici comme plusieurs dizaines d'essais, vous voyez? Fait que lui, ce serait cet essai-là, 3,2 RG, ce serait ça ici. Fait qu'on fait cette expérience-là, ça a été fait pour de vrai. C'est quoi les réglages 1, 2, 3? C'est des filtres polarisants. C'est un filtre polarisant qu'on peut tourner de 120 degrés dans un sens ou de 120 degrés dans l'autre sens. Alice prend ses données, puis Bob prend ses données. Mais les deux observateurs sont isolés l'un de l'autre. On a mis comme des murs ici pour pas qu'ils puissent se voir. Puis même, on pourrait les mettre à plusieurs kilomètres de distance. Ça a été fait à plusieurs kilomètres de distance là, pour rendre ça encore plus spectaculaire. Donc, un photon arrive ici, un photon arrive là. Fait que Alice, elle peut juste prendre en note pour chaque essai la position de son détecteur. Fait qu'elle elle tourne au hasard à chaque fois. Donc, vous voyez, c'est 1, il y a du 3, du 2, c'est un peu au hasard. Puis, à chaque fois, est-ce que c'est la lumière rouge ou verte? Vous voyez, Alice prend des données comme ça. Et puis, si vous regardez, ben, il y a un mélange de rouge puis de vert. Hein. Des fois, le photon passe, des fois, le photon ne passe pas. Puis, on dirait qu'il n'y a pas de pattern. Hein. Des fois, quand c'est 1, le réglage, des fois, c'est rouge, des fois, c'est vert. Hein. Quand c'est 1, des fois, c'est vert, des fois, c'est vert, des fois, c'est l'autre vert, mais c'est rouge. Fait que si on compte, c'est à peu près, c'est une fois sur 2. Quand on est à 1, il y a la moitié de rouge, moitié de vert. Quand on est à 2, il y a la moitié de rouge, moitié de vert. Quand on est à 3, il y a la moitié de rouge et la moitié de vert. Ça vous dit quoi finalement? Ça vous dit que la lumière, le photon est non polarisé. Ça se peut en passant. Un seul photon non polarisé, d'après la mécanique quantique, une particule peut être une superposition de différents états. Donc, vous pouvez avoir un seul photon qui n'a pas vraiment une polarisation. Il est un mélange de toutes les polarisations. Quand quelque chose qui est un mélange de toutes les polarisations arrive sur un fil polarisant, peu importe l'angle du polariseur, ça donne 50 de chance de passer, 50 d'être arrêté. Fait que pour l'instant, si c'est juste Alice qui fait l'expérience, ça fait juste confirmer que le photon était non polarisé. Bob fait la même chose de son bord. Il prend, chaque fois que le photon arrive, il prend en note la position de son détecteur, mais il le met au hasard. Hein, fait qu'il n'y a pas besoin d'avoir le même. Il ne sait pas ce qu'Alice fait. Ils ne se sont pas concertés. Fait que lui, il met au hasard son détecteur en 2, 3. Puis encore une fois, il y a la moitié de rouge, la moitié de vert. Puis il n'y a pas de pattern. Quand c'est 1, des fois c'est rouge, des fois c'est vert. Bon. Fait que pour l'instant, il n'y a rien de spécial qui se passe. Fait qu'on peut se dire pourquoi on a pris la peine de faire l'expérience. Sauf que, et c'est là que c'est complètement magique ce qui se passe, les deux se rencontrent ensemble plus tard, puis mettent leur liste ensemble. Fait que vous voyez ici, là, Alice avait 1 pi R, puis 2 G. Fait que ça fait 1, 2, RG. Fait que ça veut dire que la première expérience, c'était 1, 2, RG, le résultat. Chacun de ces codes-là, c'est la position du détecteur d'Alice, la position du détecteur de Bob. Est-ce que c'était rouge et vert ouvert pour Alice, puis rouge ouvert pour Bob? Est-ce que vous voyez des choses intéressantes ici? Il y a quelque chose de même un peu surprenant. Voyez-vous quelque chose de spécial quand on met les deux séries de données ensemble? J'ai une première bonne réponse. Bravo. Deuxième bonne réponse. Fait que ça commence à rentrer les bonnes réponses. Quand les deux ont réglé, quand les deux ont les mêmes chiffres, quand c'est 1, 1 ou 3, 2, 2, c'est toujours les mêmes couleurs. Vous voyez, 1, 1, GG, 3, 3, RR, 2, 2, GG.
chaque fois que, par hasard, Alice règle au hasard, Bob règle au hasard. D'ailleurs, il y a 9 possibilités. Hein? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Puis vu qu'il règle au hasard, ben, des fois, il règle à 1, 1, des fois, il règle à 2, 2, sans le savoir, puis des fois, il règle à 3, 3. Puis, ça donne toujours les mêmes couleurs à ce moment-là. Mais là, ça, c'est capoté. Pourquoi c'est capoté? Parce que quand un photon arrive sur un filtre, quand il est non polarisé, il y a une chance sur 2 de passer, une chance sur 2 d'être arrêté. Fait que mettons qu'on met le filtre 1 et 1 ici. Quand on a 1, 1, on a tout le temps soit 2 verts, soit 2 rouges. Mais comment ça se fait? Si c'était vraiment une chance sur 2 de passer d'un bord, puis une chance sur 2 de passer de l'autre, puis qu'il n'y a pas de relation entre les deux photons, mais normalement, des fois, il y en a un qui passerait, puis l'autre ne passerait pas. Pourquoi les deux font la même chose? Il y a 2 possibilités. Soit les 2 photons sont en communication entre eux instantanée, puis c'est ça que la recette de la mécanique quantique dit. D'après la théorie de la mécanique quantique, les 2 photons sont décrits par la même onde de probabilité. Puis à cause qu'ils sont décrits par la même onde, ils ont comme une sorte de lien quantique magique entre les deux, ce qui fait que quand un fait quelque chose, l'autre sait qu'est-ce que l'autre a fait, puis la mécanique quantique doit respecter certains principes de conservation, comme la conservation de certaines propriétés angulaires, moments cinétiques, ce qui fait que quand on donne le même filtre aux deux, ils sont obligés de faire la même chose. Quand on ne leur donne pas la même chose, ils ne sont pas obligés de faire la même chose. Mais ça, si c'est vrai, cette explication-là, si les 2 photons sont en communication instantanée, ça veut dire que dans l'univers, il y a des choses qui sont en communication instantanée. Alice, ses résultats sont inoffensifs. Bob, ses résultats sont inoffensifs. Quand on met les 2 résultats ensemble, on se rend compte qu'il y a comme une sorte de tour de passe-passe quantique. Les 2 particules sont restées reliées ensemble. Mais il y a une autre possibilité moins bizarre que ça. J'en parle dans quelques instants. Fait que bravo ceux qui l'ont vu. Quand les 2, vous voyez, tout ce qui est encadré en bleu, c'est les 2 détecteurs étaient par hasard réglés pareil. Puis les 2 photons ont fait la même chose, comme, en tout cas, ils sont corrélés. On appelle ça une corrélation quantique. Enfin, on appelle ça l'intrication quantique, la relation entre les deux. Fait que ça, c'est le premier résultat. Mais ensuite, quand on regarde, c'est un détail plus subtil qui va nous faire capoter encore plus. Puis qui aurait fait capoter Einstein. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand c'est pas pareil, quand c'est 1 puis 2, par exemple, ou 1 puis 3, ça ne veut pas dire que c'est interdit qu'ils fassent la même chose. Mais ils vont faire la même chose juste une fois sur 4. Vous voyez ici, là, c'est juste une fois sur 4. Parmi tous ceux qui n'étaient pas encadrés en bleu, j'ai mis en rose ceux que ça a fait la même chose. Puis c'est une fois sur 4. Ces résultats-là, qui ont l'air complètement pas très excitants pour l'instant, c'est la chose la plus mystérieuse actuellement en physique. Comment on fait pour expliquer ces résultats-là? C'est que ça ne s'explique pas de manière autre qu'il y a un message instantané entre les deux. Einstein et Bohr avaient imaginé cette expérience-là. Malheureusement, de leur vivant, ils ne pouvaient pas la faire, l'expérience. Ça a été fait en 1970 pour la première fois, puis ils étaient morts. Mais ils se rencontraient, puis ils jasaient de mécanique quantique puis de relativité. Puis Bohr, il disait, ben oui, les 2 particules communiquent instantanément parce que c'est la même onde quantique. Donc, quand on va faire l'expérience, on devrait obtenir ces résultats-là. Là. On devrait obtenir une corrélation. Puis Einstein disait, ben moi, j'aime pas ça parce que d'après ma théorie, si quelque chose est instantané, ça peut reculer dans le temps. Puis là, si on recule dans le temps, on peut créer des paradoxes temporels, là, comme gagner à la loterie à tout coup. Einstein n'était pas en train de dire que ces résultats-là, qu'on n'aurait pas les mêmes résultats des 2 côtés quand on montre la même chose, mais il dirait il y a une autre explication. On peut avoir une corrélation dans la vie sans qu'il y ait de communication magique. Puis c'est super bien expliqué dans un documentaire qu'on peut trouver sur Internet de Fabric of the Cosmos, Quantum Leap, de Nova PBS en 2011, avec Brian Greene, un des meilleurs vulgarisateurs scientifiques en ce moment dans le monde. Greene explique qu'on peut faire 2 exemples de corrélation. Il y en a un qui est ordinaire, puis l'autre qui est extraordinaire. Imaginez que vous avez 2 valises. Vous êtes quelque part, mettons, à Montréal. Puis vous avez 2 valises, puis vous avez une paire de gants. Vous mettez un des gants dans une valise, l'autre gant dans l'autre valise. Vous fermez les valises, puis vous les mélangez. Vous ne savez plus quel gant est dans quoi. Vous envoyez ensuite une valise à Washington, puis l'autre valise à Moscou.
2 espions les reçoivent, un à Washington, l'autre à Moscou. Ce qui arrive, c'est que quand un espion ouvre sa valise, puis mettons qu'il voit un gant droit. Mettons que l'espion à Washington voit un gant droit. Bien là, il sait instantanément que l'espion à Moscou avait un gant gauche. Mais est-ce qu'il y a eu un message instantané? Est-ce que les 2 gants sont en communication magique? Ben non, ça a été décidé à l'avance qu'il allait avoir un lien entre les deux, qu'un serait l'inverse de l'autre. Donc, dès qu'il y en a un qui ouvre sa valise, il sait ce que l'autre a fait, mais il n'y a pas eu de communication bizarre. Fait que ça, il n'y a rien de bizarre dans cette expérience-là. Mais si à la place, vous aviez 2 roues chanceuses, là, des roues qu'on tourne, là, puis ça peut soit arriver sur rouge ou bleu. Là, vous spinez les 2 roues comme ça au hasard. Elle tourne. Puis là, quand il y en a une qui arrête sur rouge, ben l'autre n'a pas le choix, elle va arrêter sur rouge. Puis s'il y en a une qui arrête sur bleu, l'autre n'a pas le choix, elle va arrêter sur bleu. Si vous observez ça, là, vous vous dites, non, là, il y a une communication entre les 2 roues. Là. Il y a quelque chose, il y a un circuit électronique avec un fil entre les 2 roues qui fait que quand la première arrête, ça envoie un signal à l'autre que l'autre doit faire la même chose. Fait que ça, il y aurait une communication entre les 2 roues, ce serait une corrélation extraordinaire. S'il n'y avait rien entre les roues, là, on dirait, mais c'est de la magie. Là. Puis sinon, ça se pourrait que ce soit décidé à l'avance. Fait que Einstein avait un espoir. Einstein avait l'espoir que ces résultats-là, qui ont été confirmés expérimentalement après, on pourrait les expliquer avec l'explication plus des gants que des roues. Que quand les 2 particules sont parties, elles avaient des propriétés qu'on n'a pas été capable de mesurer. Donc, nous, on a l'impression, Alice a l'impression que quand elle mesure, Alice a l'impression que les photons font au hasard une chance sur 2 de faire un ou l'autre. Bob aussi a l'impression de faire une chance sur 2. Mais ça se peut que ce n'était pas au hasard. Ça se peut que, mettons, l'essai numéro 4, quand ça a été un GG, c'est pas que le G a été décidé à la dernière minute, puis l'autre G a fait la même chose avec un message instantané. C'est plutôt qu'on aurait pu prévoir dès le début que l'essai numéro 4, si on leur montrait des filtres 1, ça allait passer les 2 fois, vert-vert. On aurait pu le prévoir à l'avance avec ce qu'on a commencé à appeler des variables, des caractéristiques cachées, ou des variables cachées. L'idée que dans cette expérience-là, oui, il y a des corrélations, c'est clair qu'il y a des corrélations, mais ça s'explique pas par un signal instantané, pas par le fait que les 2 photons sont mystérieusement reliés ensemble instantanément par la mécanique quantique, c'est plutôt qu'il y a des règles. Chaque photon a la même règle, les mêmes propriétés que son jumeau. Donc, ça se résume ici par une sorte de stratégie. Qu'est-ce qui arrive? Ces propriétés-là, entre autres, ont des conséquences sur qu'est-ce qui arrive si on montre aux photons des filtres 1, des filtres 2 puis des filtres 3. Comment on peut expliquer les carrés bleus ici? Les carrés bleus, il faut absolument que quand on fait quelque chose à un photon, si on fait la même chose à l'autre, il faut qu'il fasse la même chose. Donc, il faut que, par exemple, les 2 photons se soient entendus à l'avance, sans joke, là, mais entendus à l'avance que leurs propriétés font en sorte que si on leur montre des filtres 1, ils vont être ici rouges, arrêtés, ou 2 arrêtés. Donc, par exemple, les 2 photons pourraient emporter la stratégie numéro 1. Il y a 8 stratégies possibles ici. Quoi faire si on vous montre 1? Quoi faire si on vous montre 2? Puis quoi faire si on vous montre 3? Puis chaque paire de photons, les cells numéro 1, les cells numéro 2, les cells numéro 3, chaque paire de photons doit avoir, les 2 photons doivent avoir les mêmes caractéristiques cachées, donc les mêmes règles, pour être sûr que si on leur montre la même chose, ça va marcher. Donc, si c'est comme ça que ça marche, ils ont déjà les propriétés en partant qui déterminent qu'est-ce qui va arriver. Il n'y a pas besoin de message instantané magique quantique. Le problème, c'est qu'avec cette façon de voir d'Einstein, ça va expliquer les carrés bleus, mais ça va être impossible d'expliquer les carrés roses. Ça va être impossible si les photons amènent toujours les mêmes stratégies pour chaque paire. Ils ne pourront pas faire des choses pareilles juste une fois sur 4 lorsque on leur montre des choses différentes. Puis, justement, on peut le voir facilement ici, c'est que si, par exemple, la stratégie de la paire numéro 4, c'était, ou la paire numéro 4, ici, elle a fait 1, GG. Fait que, mettons, si sa stratégie, ça va être GGG. Les 2 photons, ils étaient prédestinés à passer. Si on leur montrait du 1, ils étaient prédestinés à passer. En fait, ils étaient prédestinés à passer, peu importe ce qu'on leur montrait. Mettons que ce serait ça pour l'essai numéro 4. Mais ça veut dire que les photons auraient fait la même chose, peu importe. Ils auraient fait la même chose 100% des fois.
Mais ils ne savaient pas à l'avance les photons ce qu'on allait leur montrer. Mais nous, on veut que quand on leur montre des choses différentes, ils fassent la même chose juste une fois sur 4. Mais une des stratégies ici, en fait, la première puis la dernière stratégie, font faire aux photons la même chose tout le temps. Donc, ça ne marche pas. Ça ne peut pas reproduire une fois sur 4 ici. OK, vous allez dire, mais d'abord, on ne les prendra pas. On va prendre des stratégies mixtes. Par exemple, on prend la stratégie numéro, par exemple, on prend la stratégie 1R, 2R, 3G. On prend la stratégie, la deuxième ici. Mettons que les photons se disent, si on nous montre du 1, on est arrêté. Si on nous montre du 2, on est arrêté. Si on nous montre du 3, on passe. Alors, c'est sûr qu'ils vont, si on leur montre la même chose, ils vont faire la même chose. Donc, ils vont être capables de faire les carrés bleus. Mais si on leur montre par hasard pas pareil, il y a 6 possibilités pas pareilles. On peut leur montrer 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 3, 2. Si on ne veut pas leur montrer la même chose. Il y a 6 possibilités. Mais avec ces règles-là, si on applique la règle, par exemple, si on leur montre 1, 2, 1, ça donne R, 2, ça donne R. Ça peut faire R, R. Si on leur montre 1, 3, 1, ça donne R, 3, ça donne G. Fait que ça va faire ça ici. Sur les 6 possibilités, il y en a 2 où ils font pareil. Le punch de l'histoire, c'est qu'on veut que quand on leur montre du pas pareil, ça fasse une chance sur 4 qu'ils fassent la même chose. Mais d'après toutes les stratégies possibles, soit ils font la même chose tout le temps, soit ils font la même chose une fois sur 3. Comment vous voulez combiner du 100% avec du 33% pour faire du 25%? Vous ne pouvez pas combiner des stratégies. Certaines donnent 100% de corrélation, certaines donnent 33%, mais vous y voulez juste 25% comme réponse. Donc, le fait de vous être assuré que les carrés bleus étaient safe fait en sorte que vous avez produit trop de roses. Einstein, si on lui avait dit ça à l'époque, ben, il aurait dit, d'après moi, quand on va faire l'expérience en vrai, il va y avoir plus de carrés roses que sur ça ici. Mais malheureusement, ben, ou heureusement, si on veut, malheureusement pour Einstein, la nature a donné raison à bord. Ça ne marche pas qu'il y ait des variables cachées. Il ne peut pas avoir de variables cachées qui reproduisent ce résultat-là. C'est impossible. La seule explication pour que ça fonctionne, il faut que les 2 photons restent en contact instantané. Pourquoi ça marche? Pourquoi la mécanique quantique, si les 2 photons restent en contact, ils sont capables de faire le rose aussi. Quand un photon traverse un filtre, il redevient aligné sur le filtre. Et ce choix-là est transmis instantanément, ce hasard-là, si on veut, est transmis instantanément à l'autre photon. Donc, quand vous avez 2 photons, le photon qui passe avant l'autre, ben, mettons qu'il y a une chance sur 2 de passer. Il y a vraiment une chance sur 2. On ne peut pas savoir, il ne sait pas lui-même à l'avance. Tout d'un coup, il a passé. Il dit, hey, on m'a montré un numéro 1, puis je suis passé. Donc, je suis maintenant aligné comme ça. Il dit à l'autre photon, hey, toi aussi, tu n'as pas le choix, tu es maintenant aligné de même. Fait que vu que l'autre photon vient de se faire aligner par son jumeau, si on lui montre aussi un numéro 1, il va passer à 100%. Même chose, si on avait montré un 2 au photon d'Alice, puis qui est passé avant, il a dit qu'il vient de traverser un 2. Donc, il a dit à l'autre photon, incline-toi à moins 120. Si on lui montre un 2, il va passer à 100%. Une fois qu'un photon a été aligné par son jumeau, si on lui montre un filtre différent, c'est quoi l'angle entre les deux? C'est 120 degrés. 120 degrés, cos carré de 120, c'est une demi au carré, ça donne un quart. Fait que ça va faire un quart de chance de passer. Si vous êtes déjà polarisé puis on vous montre un filtre à 120, vous avez une chance sur 4 de passer. Donc, si vous avez tout suivi, vous comprenez maintenant pourquoi ça donne une fois sur 4. Donc, la recette de la mécanique quantique qui dit que chaque particule reste en contact avec son jumeau, puis dès qu'une particule a fait quelque chose, ce qu'elle a fait est transmis instantanément à l'autre. Bien, vous voyez que ça marche. Heureusement. C'est pour ça que la mécanique quantique fonctionne. Sauf que la mécanique quantique, la théorie qu'on a en ce moment qui décrit ça, nous dit que les 2 particules sont reliées instantanément. On dit que l'univers est non local. Ce n'est pas juste des phénomènes locaux qui déterminent ce qui se passe à une particule. Une particule peut être influencée par sa jumelle qui pourrait être à des années-lumière à l'autre bout de l'univers. Si on fait quelque chose sur elle, instantanément, cette particule-là va savoir ce qui s'est passé à l'autre bout pour respecter les principes de conservation. C'est complètement capoté, l'intrication quantique, mais c'est confirmé d'après cette expérience-là. Donc, justement, l'idée, c'est Alice par elle-même, ce n'est pas un problème. Bob, ce n'est pas un problème. Si on les met les 2 ensemble, on découvre des corrélations qui montrent que la nature possède une façon d'envoyer des messages instantanés entre différents morceaux de l'univers. OK, mais on peut-tu utiliser ça pour envoyer des messages plus vite que la vitesse de la lumière? Donc, par exemple, Alice, est-ce qu'elle pourrait envoyer un message instantané à Bob en faisant ça? Bien, la réponse, c'est non. Parce que Alice, elle a juste une liste de chiffres ici. Elle ne peut pas influencer ces résultats-là, Alice.
Elle ne peut pas commencer à faire du code Morse avec ça. Elle peut juste prendre en note les résultats. Puis Bob, il peut juste prendre en note les résultats. Puis chacun des résultats, on ne voit pas. J'ai barré ce que l'autre voyait à chaque fois. Là. J'ai pris cette image-là, puis j'ai enlevé ce qu'un voit, puis j'ai mis juste que Alice voit ce que Bob voit. Si on regarde juste les données d'Alice ou juste les données de Bob, il n'y a pas de message secret. On ne peut pas s'en servir pour envoyer des messages. Mais ce qui est frustrant, c'est que quand on compare les résultats à la fin, on se dit, mon Dieu, les photons étaient en contact instantané un avec l'autre. Mais on ne peut pas s'en servir. Si un jour, Alice avait des pouvoirs magiques, puis pouvait influencer les photons, par exemple, elle disait aux photons, vous avez une chance sur deux de passer de toute façon. Donc, ça ne viole pas la physique si, avec mon esprit, je force les 10 prochains à passer. Fait que là, elle pourrait dire Alice pourrait téléphoner à Bob, elle dirait règle ton filtre à 1, moi aussi je vais le mettre à 1. Donc, on va avoir la même chose. Donc, nos photons vont faire la même chose. Puis maintenant, moi, je vais me concentrer avec mon esprit pour avoir juste des rouges 10 fois de suite. Toi, tu vas voir juste des rouges 10 fois de suite. Ensuite, moi, je vais avoir juste des verts 10 fois de suite, toi aussi. Puis je vais pouvoir t'envoyer comme ça un message par code Morse. Mais il faudrait être capable de moduler les réponses de la mécanique quantique, mais ce que je viens de vous décrire, c'est de la fantaisie totale. Il n'y a personne qui pense que par l'esprit, on est capable. En fait, c'est pas vrai. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Russes et les Américains essayaient de voir s'il n'y a pas du monde qui pouvait influencer les phénomènes quantiques avec leur esprit pour pouvoir ensuite s'en servir pour envoyer des messages instantanés de manière avec la mécanique quantique. Ça n'a pas marché. Là. Mais en fait, si ça a marché, ils ne nous l'ont pas dit. Peut-être qu'il y a des espions quantiques. Mais c'est quand même cool. En fait, c'est à la fois cool et frustrant de se dire c'est comme si la nature avait des lignes privées qu'elle se sert pour communiquer d'un bout à l'autre de l'univers, mais que ces lignes-là sont pas accessibles pour nous. Elles sont instantanées. Puis instantané, c'est pire que ça. Hein. D'après Einstein, instantané, ça veut dire recul dans le temps. Ça veut dire que, dépendamment du référentiel, ce que quelque chose arrive dans le futur peut influencer quelque chose qui se passe dans le passé. Parce que c'est instantané pour un référentiel, mais c'est vraiment l'ordre de temps inversé. Donc, c'est comme, peut-être que vous allez dire, ça confirme ce que les religions en Orient, il y a des religions qui disent qu'on est tous un, que le temps est une illusion, que tout est relié dans tout, que tout est dans tout. Puis, effectivement, il y a du monde qui a écrit des livres là-dessus, le Tao de la physique dans les années 70, qui faisait un lien entre la mécanique quantique puis les religions mystiques qui disent qu'on est tous dans un univers qui est un organisme uni dans l'espace et le temps, puis qu'on peut commencer à délirer là-dessus. Là. Mais c'est vraiment cool, l'intrication quantique. Si vous voulez revoir le même argument, mais légèrement différent, au lieu que ce soit des photons, c'est des particules qui ont des spins. Il y a une super bonne vidéo qui est rendue à 3,2 millions de vues. Pour un sujet aussi bizarre que ça, c'est quand même capoté. Veritasium, il est vraiment bon. Je vous conseille, si vous n'avez jamais vu sa chaîne, d'aller la voir, Veritasium, parce que c'est vraiment spectaculaire ce qu'il fait. Il fait des vidéos pas si souvent que ça, là, une fois tous les 2 mois ou tous les 2 mois, mais quand il en fait un, là, ça vaut vraiment la peine.